Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre les programmes de Walf TV. Votre émission dominicale Opinion a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Pape Mahawa Diouf. M. Diouf, bonjour. Bonjour, M. Diop. Georges, merci de nous inviter à votre émission. Nous saluons tous vos auditeurs, vos internautes et téléspectateurs qui vous regardent un peu partout dans le monde. Merci aussi d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Monsieur Pape Mahawa Diouf, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence sénégalaise pour la promotion du tourisme. Vous êtes également le coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar, donc vous connaissez bien l'actualité politique sénégalaise. Et les Sénégalais aussi avaient l'habitude de vous voir toujours au petit écran durant de toute façon la campagne présidence électorale passée, les législatives notamment, avec vos nombreuses conférences de presse. Absolument. Alors, nous allons donc essayer de décortiquer, commenter au besoin des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Nous allons commencer par l'Assemblée nationale qui vient de clôturer donc son marathon budgétaire. Alors, quelle évaluation faites-vous des débats qui ont eu à être tenus au niveau de l'hémicycle? D'abord, saluer le fait que le budget 2023 a été voté avec plus de 6 000 milliards, avec une croissance continue de l'augmentation de ce budget qui renseigne sur la marche de notre pays, qui renseigne aussi sur son ambition et sur sa capacité à porter le développement du Sénégal, qui est finalement le but recherché. Il faut remarquer la part de contribution dans ce budget qui est très très importante des recettes nationales. Ça montre que le Sénégal aussi génère des richesses qui contribuent à sa richesse, qui contribuent à la structuration de son budget. Quant au débat, il y a des parties qu'on peut regretter. Évidemment, on regrette lors de l'installation du président de l'Assemblée nationale les comportements inacceptables de certains députés qui ont saccagé le mobilier de l'Assemblée, qui ont eu des propos outranciers, mais c'est habituel, et qui ont eu aussi à arracher des micros ici, et en particulier de la part du maire de Dakar. C'est encore des circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit de lui. Mais au bout du compte, je pense que ceux qui tentent et qui continuent de tenter de défier l'institution républicaine sénégalaise, l'Assemblée nationale est l'exemple type. Ils sont venus en disant nous allons bloquer l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de vote, il n'y aura pas de débat. Les Sénégalais, par leur conscience démocratique, les ont contraints finalement à respecter les règles du jeu. Je ne dis pas notre coalition Benno Bokk Yakaar, notre coalition bien sûr qui a fait face dans l'Assemblée, mais surtout les Sénégalais. Ils ont dit non, ce n'est pas comme ça à l'Assemblée nationale, il faut respecter les institutions, il faut porter le débat, ce qui au bout du compte a eu lieu. Donc ce sera la même chose pour l'avenir. Ils seront contraints de respecter les institutions du Sénégal parce que c'est les Sénégalais qui ont choisi ces institutions. Le jeu démocratique se joue dans le débat d'idées et non pas tristement pour la fin. Et ça aussi, c'est extrêmement regrettable qu'on ait pu agresser de cette manière publiquement une dame qui avait le malheur de dire son point de vue sur l'engagement politique et de défendre son leader. D'ailleurs, effectivement, vous avez évoqué cette agression, que vous l'avez appelée agression, justement, contre la personne de la députée Mme Amindiaye Gniby, alors par deux députés de Yewwi Askan Wi. Mais alors, est-ce que ce n'est pas une tache noire aussi sur cette législature-là? Absolument. Absolument. C'est du jamais vu. Tout ce qui s'est passé et que j'ai évoqué un peu plus tôt, le saccage du mobilier, les propos outranciers, arracher le micro du pupitre, agresser une députée physiquement comme si on était sur un ring, c'est du jamais vu. Une dame qui a juste le malheur de dire ce qu'elle pense. Et ce qu'elle pense, je le pense aussi. Ah, mais est-ce que ce qu'elle pense, elle devait le dire également? Mais comment on peut interdire à quelqu'un de dire, Georges Nesta? Nous sommes dans la démocratie sénégalaise. C'est la liberté électorale, la transparence des élections, mais surtout nous sommes profondément une démocratie d'opinion. Ici, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent sans avoir peur, sans qu'on leur tape dessus. Amindiaye Gniby a dit
que si on ne respecte pas mon leader, le président Macky Sall, je ne respecte pas votre leader politique qui n'est pas chef religieux lorsqu'il s'engage sur le terrain politique. Je ne le respecte pas non plus. Et ce qu'elle dit, moi je le dis. Tout le monde le dit. Et en plus, il n'a pas donné de nom, elle a parlé de généralité. Si les gens ne peuvent plus dire leurs pensées librement, sans être insultés dans les réseaux sociaux, sans qu'on saccage les maisons de presse et sans qu'on nous agresse, y compris au cœur de l'hémicycle, mais on peut ranger nos bagages et arrêter avec ce discours sur notre démocratie modèle. Nous appelons l'État à garantir le fonctionnement des institutions, à garantir notre démocratie par tous les moyens nécessaires. Parce que, plus que jamais, l'histoire retiendra ceux qui ont laissé faire, ceux qui ont protégé les institutions, ceux qui ont protégé la démocratie ou ceux qui ont décidé de baisser les bras et de faire en sorte que notre pays perde sa position, sa tradition de démocratie consensuelle et sa tradition de démocratie d'opinion, où les gens ont la liberté de dire ce qu'ils pensent sans être menacés d'être tapés comme elle a été victime au cœur de l'Assemblée nationale, aux yeux des médias du monde, médusés de voir qu'il y a des opposants qui considèrent que le débat public, c'est par la force des biceps qu'on le règle. Malheureusement, l'affaire est en train de prendre une autre tournure parce que, comme vous l'avez suivi, ou bien je vous l'apprends, alors ces deux députés qui sont accusés d'agression sur leurs collègues sont actuellement recherchés par la police suite à une plainte déposée par la dame en question. Est-ce qu'on pouvait ne pas en arriver là? Ce n'était pas souhaitable. C'est évident que personne ne souhaite que l'expression démocratique ne se passe plus par les joutes verbales, dire ce qu'on pense, mais plutôt par des coups de poing et des coups de pied. Surtout lorsqu'il s'agit d'une dame et que nous avons vu ces images insupportables de ce député qui donne ce coup de pied à la dame et qui s'écrase sur le sol. Ils ont dit que c'était une bataille rangée, donc... Non, je pense qu'il faut être un peu... C'est une agression violente, inacceptable contre une femme députée parce qu'elle a donné son opinion. C'est ça qui est arrivé. Il est descendu du pupitre, il est allé vers la femme pour lui mettre une baffe. Elle s'est défendue, ils lui ont mis un coup de pied au ventre, elle s'est écrasée sur le sol. Ça, tous les Sénégalais l'ont vu. Ce n'est pas acceptable. Et j'aimerais, Georges, attirer l'attention sur une chose. Cette agression physique n'est que la conséquence des violences verbales régulières, répétées depuis plusieurs années, principalement par Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko et leur organisation politique. Ils insultent les institutions, insultent les responsables, disent une forme d'agression sur les institutions en disant que la justice ne sert à rien, disant que le juge Maham Diallo et je ne sais même pas l'ami de Aïssata Tall Sall, c'est des amis qui se connaissent, c'est des contre-vérités en plus, qui ne sont fondées sur rien. Ils disent que le président Macky Sall n'aime pas les Diola. Ils disent qu'il faut organiser un mortal combat pour défendre son propre intérêt et que donc c'est la violence dans la rue qui règle les problèmes. Ils disent à la veille du 19 juin qu'il faut aller chercher Macky Sall à la présidence et le faire. Ce discours guerrier, va-t-en-guerre, fondé que sur la violence et les injures. Mais à un moment donné, si on continue de le laisser, mais cette violence verbale va devenir une violence physique. Parce que la violence verbale légitime la violence physique. Ceux qui ont frappé cette dame ont eu le sentiment d'être du bon côté et d'avoir le droit de le faire. Parce qu'ils ont des leaders qui disent ces termes violents sur les institutions, violents sur l'Assemblée nationale, violents sur le président Macky Sall. Et donc, ils ont peut-être moins de conscience que les autres, mais ils considèrent que l'acte violent est déjà légitimé. Attention, et c'est pour ça que je lance un appel véritablement à tous les démocrates de ce pays. La politique, c'est la politique. Les joutes verbales, les idées, on peut ne pas être d'accord. Mais considérer que les institutions, la présidence de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, la justice, toutes les institutions du pays ne sont bonnes que lorsqu'elles sont réglées à l'horloge de ma propre montre et de mon propre agenda. Ça s'appelle du totalitarisme. Mais vous aussi, vous n'êtes pas exemple de reproche. Hein? Mais ce que je viens de dire, nous ne le faisons pas. Évidemment. À Benno Bokk Yakaar. Non, je pense que quand même, nous n'avons jamais dit ici que dans un discours officiel avec notre leader de notre parti, qui dit que par exemple tel leader politique n'aime pas telle ethnie,
Ou en tout cas, il faut Pape Mahawa, vous avez entendu un député de Benno Bokk Yakaar dire, lors du passage du ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre, ne cherchez plus, ne vous limitez plus à chercher des lacrymogènes, amenez aussi des chaînes, des cordes comme ça, toute personne qui fera le fou, on va l'attacher et le jeter en mer. Ça, c'est inacceptable. On ne doit attacher personne pour le jeter en mer. Ça, c'est pas normal. Alors. Je ne sais pas quel député qui a dit ça, mais en tout cas, par contre, peut-être qu'il l'a dit aussi sur le ton de la caricature, je ne sais pas. L'État a le devoir impérieux de protéger cette démocratie. Ils ne doivent pas commettre la faute. Je vous donne l'exemple de M. Keita qui est arrêté. M. Keita dit et affirme que c'est l'État qui a, en tout cas, je ne sais pas quels sont les termes existés, en tout cas qui est responsable directement de la disparition de ces soldats. Mais c'est normal qu'on l'appelle pour lui demander ce qu'il en est. S'il a des informations, il doit les donner. Ahmed Suzanne Camara a dit la même chose sur une chaîne de télévision. Oui, mais là, en l'occurrence... D'ailleurs, pendant qu'on y est, alors les avocats, en tout cas par le biais de la famille du gendarme Diatta, ont porté plainte contre ce Suzanne Camara. C'est très bien, ça c'est très bien. Quand on a des plaintes, quand on a des reproches à faire à une institution, à un citoyen, on porte plainte. Ça, c'est la voie normale d'une institution qui fonctionne. S'il a dit ça et que la famille porte plainte, c'est normal. Il n'y a aucun problème. Mais dire ça et qu'on vous appelle pour donner des comptes, pour rendre compte de ce que vous dites, vous criez, vous faites haro en disant qu'on est agressé, il faut qu'on soit sérieux. Il ne peut pas dire tout ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous, Georges, dire demain, c'est le gouvernement qui a, je ne sais pas quel terme il a utilisé, c'est tellement abject que je n'ose pas utiliser les termes. Dire qu'ils sont directement responsables de la disparition. Vous ne pouvez pas. En tout cas, vous ne pouvez pas le dire sans fournir les preuves de ce que vous dites. Si chacun dit ce qu'il veut à l'aune de sa propre météo, mais on peut ranger nos affaires et arrêter de dire que nous sommes une démocratie ouverte et responsable. Ça, c'est le chaos. Il faut que les gens reviennent à plus de responsabilité. Parce que si nous ne le faisons pas, attention, c'est une co-responsabilité pour tous. Parce que, il faut qu'on se le dise, Georges, nous ne sommes pas des étrangers, et même les étrangers, on ne devrait pas les traiter de telle manière. Nous ne sommes pas des gens qui dirigeons un régime politique qui n'a pas fait de résultats et qui est abject et qui est minoritaire. Faux, nous sommes majoritaires dans ce pays. 1 500 000 personnes ont voté lors de ces dernières élections pour la majorité Benno Bokk Yakaar. Le second. Non, il faut dire que vous êtes politiquement majoritaire. Le second, non, oui, je parle de majorité. Le second, on a 500 000 voix de différence sur lui. Donc, ce que je veux dire par là, je ne parle pas de politique, je parle de légitimité. On n'est pas à un niveau où ces gens croient pouvoir se permettre n'importe quoi sans que l'État ne bouge. Nous demandons à ce que l'État sécurise la démocratie sénégalaise par tous les moyens. Parce qu'autrement, c'est ce qui s'est passé. Vous pensez que nous, on va se laisser faire? On va agresser comme ça Amin Ndiaye Gniby? Nous, on ne va rien faire. On ne va rien faire. On va nous laisser comme ça, les mains liées, on ne bougera pas. Mais c'est se tromper, nous ne sommes pas minoritaires. Est-ce que toutes ces joutes verbales, en tout cas ces agressions physiques et verbales, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, n'est pas dû au fait que vous êtes trop sur la défensive, estimant par exemple que voilà, c'est presque du 50-50, on va leur montrer que voilà de quel bois nous nous chauffons, et puis voilà, c'est parti. Mais Georges, qui agresse qui? Je ne sais pas, je vous pose la question. Je vous le dis, je vais vous répondre. Ceux qui détruisent le mobilier de l'Assemblée, c'est eux qui agressent. Ceux qui ont tapé cette dame-là, honteusement, c'est eux qui agressent, c'est eux qui sont sur la défensive. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision pour le développement du Sénégal et ils ont en face un régime politique debout, qui travaille, qui transforme Dakar, qui travaille au service des Sénégalais et qui est majoritaire et ils le savent. Ils sont minoritaires. Leur seule réponse, lorsqu'on n'a plus la force de l'argument, c'est de faire de son argument, voilà, c'est utiliser l'argument de la force. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc ceux qui sont défensifs, sur la défensive, ce n'est pas la coalition Benno Bokk Yakaar. La coalition Benno Bokk Yakaar et la majorité présidentielle montrent une stabilité et une sérénité rares. C'est ça la vérité. Ceux qui s'agitent, ceux qui insultent dans les réseaux sociaux, ceux qui menacent les gens, ceux qui tiennent des discours outranciers à l'endroit de l'État et qui portent des accusations terribles sur le gouvernement, mais c'est plutôt l'opposition. Et pas toute l'opposition d'ailleurs. C'est la coalition Yewwi Askan Wi et Pastef. Mais deux choses. D'abord, nous demandons à l'État de défendre les Sénégalais et les institutions.
Parce que, encore une fois, nous ne sommes pas des manchots. Nous n'avons pas décidé, nous ne sommes pas des criminels. Nous avons travaillé pour ce pays sur la base d'un programme, avec un leadership fort, celui du président Macky Sall, qui a un projet plébiscité par les Sénégalais à chaque fois qu'il leur a demandé. Alors, au nom de quoi on devrait se laisser faire? Au nom de quoi on devrait se laisser agresser par une opposition minoritaire, putschiste, mafieuse et qui n'a aucun projet pour le Sénégal? Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez évoqué tout à l'heure ce budget de 6 400 milliards qui vient d'être voté? Est-ce que vous ne pensez pas que vous deviez plutôt concentrer vos forces et vos efforts sur ce budget-là, comment le faire bénéficier aux Sénégalais, plutôt que de vous braquer contre une opposition qui a le droit de s'opposer également? Mais Georges, encore une fois, il est où le braquage? Nous, ce qu'on fait... Non, vous êtes en train de dire que vous êtes obligé de répondre. Non, je dis, et c'est une petite parenthèse dans nos échanges, qu'il ne faut pas s'y tromper. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes majoritaires. Nous ne sommes pas des criminels. Et il n'y a aucune raison qu'on se laisse agresser. Nous appelons donc l'État à protéger les institutions et à protéger les Sénégalais. S'ils veulent qu'on défende le modèle démocratique sénégalais. Parce qu'à force de nous faire taper dessus, on va riposter. C'est évident. C'est évident. Donc cette violence verbale, il faut qu'elle cesse. La violence tout court, il faut qu'elle cesse. Un budget de 6 000 milliards, 1 000 milliards consacrés à une année sociale, les efforts du président de la République pour baisser le coût de la vie, on l'a vu sur les denrées de première nécessité. Progressivement, le loyer va être impactant. Le ministre en charge du sujet est en train d'y travailler de façon ardente. Des commissions. Vous pensez que vous pouvez y arriver? On a vu ce qui s'est passé en 2014 avec la première tentative de baisser le loyer. D'abord, il faut saluer qui est la tentative. On a vu rarement un État se mobiliser de cette manière pour à la fois contrôler l'inflation et faire en sorte que les prix des loyers baissent, en particulier dans la capitale. Une première tentative a eu lieu, c'est vrai. Ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, mais c'est normal. Il peut y avoir qu'il y ait des stratégies qui ne fonctionnent pas. On change la stratégie, on l'améliore pour atteindre l'objectif. Donc cette fois-ci, vous croyez que ça va, pensez que ça va marcher? On y croit parce qu'il y a une démarche qui implique à la fois les bailleurs, mais également les locataires et tous les acteurs de la chaîne de commandement. On parle de la chaîne de valeur et on parle également du coût de construction, de ciment et consorts. Le travail est très profond, méthodique, avec un objectif ferme de faire baisser les loyers. Ça a marché sur une période. Ça a marché sur une période au Sénégal. On a vu, vous-même, moi, nos loyers baisser à un moment donné. Ce qui s'est passé, c'est que certains ont déménagé pour refaire baisser les loyers, etc. Bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas subi parce que je n'ai pas déménagé. D'autres qui n'ont pas déménagé ne l'ont pas subi, etc., etc. Mais il faut l'améliorer. Ce qui est important de noter ici, c'est de voir un gouvernement mobilisé pour faire en sorte que la vie soit moins chère et plus supportable pour le peuple sénégalais. Et les résultats sont là dans certains domaines. Sur le gasoil, c'est là. Le gasoil est subventionné. Dans d'autres pays autour, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de denrées que nous consommons aujourd'hui. Nous les consommons à ce niveau-là parce que l'État le subventionne. L'électricité est consommée. Et il y a une forte pression internationale, notamment, pour que cette politique de subvention, on l'allège un peu. Mais c'est une option politique chez le chef de l'État d'appuyer les populations, d'appuyer les familles. Et ça, il faut le saluer. À défaut, il faut donner de la contribution constructive pour que cette direction se consolide, pour que la famille, le foyer, soit un modèle protégé au Sénégal et qui permette l'éclosion de l'enfant dans une éducation stable, dans une santé équilibrée. Et c'est ça, comme ça qu'on construit les citoyens de demain. Alors, nous allons parler d'une autre actualité, c'est celle-là qui défait la chronique également, c'est la confrontation qui était tant attendue entre le leader du PASTEF, vous l'avez cité tout à l'heure, et son accusatrice. Malheureusement, les Sénégalais sont restés sur leur faim, parce qu'on pensait que, on allait trouver une issue à cette affaire-là. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps, étant donné qu'on n'arrive pas à trouver une solution, qu'on tourne définitivement cette page-là? Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais ouvert cette page-là. Ah non, c'est vous de la majorité qui est en train de l'alimenter. Mais c'est pour ça que... C'est pas pour rien que le leader du PASTEF parle de complot d'État contre lui. C'est vraiment dommage. Je parle, les vidéos sont là. J'ai fait un débat dans une chaîne internationale avec le porte-parole de PASTEF, mon frère Malik Ndiaye.
il a insisté sur le sujet jusqu'à la fin, je n'ai pas voulu en parler. Et à la fin, j'en ai parlé quand même parce qu'il avait trop insisté. Ce qui se passe avec cette affaire, c'est extrêmement gênant. C'est quand même le pays de Senghor. Rien que Senghor, Cheikh Anta Diop. C'est un pays où ce sont ces leaders de cette dimension, Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Abdoulaye Wade, Macky Sall, Abdou Diouf. On parle d'idées de démocratie, de fonctionnement des institutions, de citoyenneté. Amadou Mahtar Mbow, ministre de l'Éducation nationale, qui a dirigé l'UNESCO, qui a fait de nous, Georges, ce que nous sommes aujourd'hui. Des citoyens que tout le continent observe et regarde avec admiration par notre culture démocratique et la qualité de notre débat d'idées. Tout ça, on veut le réduire à une histoire de robe rouge, à une histoire qui s'est passée entre deux individus et qui ne concerne ni la République. À qui la faute? Je termine. Qui ne concerne ni la République, ni PASTEF, ni APR, ni Benno Bokk Yakaar. Ça concerne personne. C'est leur problème à eux deux. S'il y a un complot et qui a réussi malheureusement, c'est le complot de Ousmane Sonko contre le Sénégal, qui a réussi à faire d'une affaire personnelle, encore une fois, Kouet Khamsa Bob, chacun ses histoires. Moi, je ne juge personne. Mais il n'a pas le droit de nous éclabousser avec son histoire. Il n'a pas le droit de nous imposer un débat qui n'a de valeur pour personne. Mais que voulez-vous que je vous dise sur ça, Georges? Je ne sais pas parler de ce sujet. Qu'est-ce que je vais dire? Et pourtant, vos amis de Benno Bokk Yakaar en oui, font mais chacun... leur chou à tous les jours. Ouais, mais parce que aussi, mais c'est ce que je vous disais, nous n'avons pas les mains enchaînées. Attention, à force de faire... Mais on vous répond. Le silence sur le sujet, on s'en souvient. La consigne qui avait été donnée en mars, c'est qu'on n'en parle pas, c'est pas notre problème. La réponse chez eux, ça a été de dire que c'est un complot. Moi, je suis ni comploteur, je suis au courant d'aucun complot, et ce n'est pas les complots qui m'intéressent. Ce dont on parlait tout à l'heure sur le Sénégal, c'est ça mon sujet. Maintenant, une histoire entre deux privés, quoi qu'on puisse en dire, vous pouvez le retourner dans tous les sens que vous voudrez. Ça concerne personne, si ce n'est les deux personnes qui sont directement concernées par les faits. En quoi est-ce que ça nous regarde, vous comme moi? Ah, mais malheureusement, c'est devenu une affaire d'État. Même la presse internationale en parle. Mais c'est un drame. C'est dommage parce que dans le fond, qu'est-ce que vous dites, Georges? Qu'est-ce que vous pouvez dire, ni vous ni moi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais que voulez-vous que je vous dise? Qu'il est coupable. Mais qu'est-ce que j'en sais? Qu'il n'est pas coupable. Mais je n'en sais rien. Par contre, il est coupable d'une chose, de piéger notre démocratie, d'avoir appelé à un mortal combat pour ça, alors qu'il aurait pu aller répondre simplement, comme il l'a fait. Il est coupable d'une chose devant l'histoire, de tenter d'organiser un complot sur une affaire qui le concerne lui pour embarquer notre pays dans une zone de déstabilisation. Oui, ça, il en est coupable et on ne le pardonnera pas pour ça. On ne va pas le pardonner. Je ne dis pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, mais c'est son problème, ça. Ce n'est pas notre problème. Ça ne nous regarde pas. Et moi, je suis au courant d'aucun complot. Je ne sais pas comment on complote. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est la vision et le projet du président Macky Sall. Sur ça, on peut débattre. Mais franchement, réduire, moi j'ai mal. Quand je vois les unes des journaux avec les couleurs rouges, c'est le pays de Senghor, c'est le pays de Cheikh Anta Diop, c'est le pays de Mamadou Dia, de Wade. Voilà le projet politique que porte le président Macky Sall aussi dans cette trajectoire. Et que nous, on veut nous réduire à des histoires de rendez-vous du dimanche. Justement, comment faire maintenant pour... je ne sais pas si je vous demandais tout à l'heure comment faire pour tourner cette page-là, effectivement pour que les Sénégalais se concentrent à l'essentiel, au lieu de continuer à parler de cette affaire privée qui concerne deux Sénégalais. Il y a des sujets sérieux qu'on peut aborder. La presse a un rôle aussi. Et c'est principalement la presse d'ailleurs. Ils ont un rôle sur l'agenda. Hein. De quoi on parle? C'est vous qui mettez vos thématiques. Cette thématique-là, on a fait le tour. Vraiment, il faut qu'on se regarde tous, parce que notre système démocratique, la presse est en crise, hein, tout le monde le sait, on en a parlé plusieurs fois. Donc notre modèle démocratique, avec les réseaux sociaux et autres, il y a des tensions, il faut réajuster. Je pense qu'il est temps qu'on pose les vrais sujets qui concernent les Sénégalais. Nous sommes 17 millions de Sénégalais. Il y a eu un problème entre deux personnes, c'est vrai, l'une d'elles était troisième aux élections présidentielles.
raison de plus de prendre ses responsabilités. Raison de plus. C'est des circonstances aggravantes. Est-ce que justement c'est parce qu'il est arrivé troisième, qui est devenu maintenant, par les circonstances, leader de l'opposition, que tout ce tollé-là est arrivé? Comment vous pouvez dire ça? Ah oui, c'est le principal challenger, ça, c'est pas moi qui le dis. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas parce qu'il est challenger. Ça, c'est les résultats des élections qui le disent. Non, mais George, revenons simplement aux faits. C'est pas parce qu'il est troisième ni challenger. Il a une histoire avec une fille dans un lupanar. Ça concerne 2 personnes. Moi, encore une fois, c'est eux qui me contraignent à parler de ça. Hein, parce que moi, j'estime, je ne suis ni dans une posture de jugement moral, ni quoi que ce soit. C'est pas ça mon idée. Et je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais ce que je déplore, c'est que toute la presse, tous les observateurs nous parlent d'une forme d'hypothétique complot qui serait que personne n'a jamais donné une preuve de quoi que ce soit sur une histoire de complot. Mais surtout que le principal concerné n'aille pas simplement laver son honneur, tout simplement, et revenir continuer sa carrière politique. Mais non, il va embarquer tout le monde dans un mortal combat, déstabiliser le pays, dire que le président de la République n'aime pas les Diola, dire qu'il faut le sortir du palais par la violence, etc. etc. Personne ne doit accepter ça. C'est une affaire judiciaire qui concerne 2 personnes. Il faut le régler à la justice, point. Il n'y a rien d'autre. Alors, vous avez tantôt parlé l'évoquer l'affaire d'un député qui aurait parlé de la disparition de ces 2 gendarmes-là. Alors, au-delà de cette disparition, ces 2 corps habillés, il y a également ces arrestations tous azimuts de personnes en connexion ou bien en connexion supposée ou réelle avec le leader du PASTEF. Est-ce qu'il n'y a pas un certain acharnement? Non, on peut être très précis. Vous avez parlé tout à l'heure de Fadilou Keita qui vient d'être arrêté, qui est le coordinateur du Némé-Coutour de PASTEF. Oui, mais pourquoi? Il n'est pas arrêté parce qu'il est le coordinateur de Némé-Coutour. Il est arrêté pourquoi? Je vous pose la question. Non, c'est des faits que vous avez vus dans la presse, dans les journaux, vous le savez. Il faut le dire à nos compatriotes. C'est plus crédible de votre bouche que de la mienne. Non, Bon, en tout cas, je vais le faire. Mais vous le savez autant que moi. Il a affirmé que c'est l'État qui les a fait disparaître. Et donc l'État l'a appelé pour lui demander les preuves de ce qu'il affirme. C'est quand même des compatriotes valeureux. Je leur ai présenté mes condoléances à sa famille. C'est des gens qui sont au service de l'État, d'un corps d'élite. La gendarmerie, c'est important. C'est la justice militaire, c'est la brigade prévôtale, c'est un corps d'élite. Quand des éléments comme ça, qui sont des officiers de notre gendarmerie disparaissent, mais c'est très grave. C'est extrêmement important qu'on élucide ça. C'est très sérieux. Que quelqu'un se lève et affirme qu'il sait que c'est comme ça. Mais il faut qu'on l'appelle et qu'on lui demande les preuves de ce qu'il dit. Et puis, pourquoi vous mélangez tout ça? La disparition c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est un responsable de Benno Bokk Yakaar qui a fait la liaison entre ces disparitions-là et l'arrestation, par exemple, du journaliste. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ces liens-là. Moi, je m'en tiens à ce que tous les Sénégalais ont. Le procureur a parlé de leur disparition malheureuse. On a retrouvé un corps. Et on espère qu'on va retrouver l'autre aussi. Mais c'est triste que ce se passe dans ces conditions. Mais maintenant, toute cette confusion-là alimentée par cette opposition, c'est abject. Tout ça pour ne pas répondre devant la justice. Ça, c'est un peu bizarre. Bon, lui, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Alors, l'autre acharnement, c'est peut-être Pape Alé Niang. Donc, vous voulez dire que Pape Alé Niang fait partie de PASTEF. Il est de PASTEF non, aussi. il n'est pas de PASTEF. Non, il n'est pas de PASTEF. C'est vous qui accusez Pape Alé, c'est le journaliste Pape Alé, d'être un membre de PASTEF, alors que jusqu'à la preuve du contraire, on ne l'a jamais vu avec la carte de PASTEF. Aujourd'hui, ce vendredi, il a été entendu par le juge. On s'attendait quand même à une liberté provisoire. Il paraîtrait même que son état de santé un peu s'est dégradé et qu'il a même été évacué. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même trouver une issue heureuse à cette arrestation qu'il estime, qu'il juge injuste et arbitraire? Absolument. Alors, vous dites des arrestations tout azimut de PASTEF. Moi, je suis au courant de l'arrestation de Fadilou Keita,
Je ne suis pas au courant de Il y a deux autres jeunes. Je ne suis pas au courant, mais en tout cas... Il y a deux autres jeunes qui ont été arrêtés... Il y a longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. C'était juste lors de la comparution de Ousmane Sonko l'autre jour. Il faut connaître les raisons. Et ces deux jeunes-là, c'était juste parce qu'ils disent qu'ils étaient en train de faire des selfies devant la prison et ils ont été embarqués. Au Sénégal, Georges, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour avoir fait des selfies. Ça, on le sait, tout le monde le sait. On ne peut pas arrêter quelqu'un ici parce que tu as fait un selfie. On va vérifier après, mais ça m'étonnerait, très honnêtement, qu'on arrête quelqu'un pour avoir fait un selfie avec Ousmane Sonko. Ça, non, il n'a pas fait de selfie avec Ousmane Sonko. C'était deux jeunes. Bon, la vidéo est quand même... mais la raison de leur arrestation, je veux dire, c'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. C'est impossible. Le Sénégal est un pays très sérieux. Je ne parle pas de politique. Je parle des cadres qui forment ce pays-là. Les magistrats, les fonctionnaires dans l'administration, les magistrats dans l'administration judiciaire, mais également dans l'administration tout court, dans tous les secteurs. Les journalistes. Revenons au cas de Pape Alé. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a raison? D'abord, je l'avais dit récemment, dans notre démocratie, dans notre modèle démocratique, la place d'un journaliste n'est pas en prison. Dans notre modèle démocratique. Tel que pensé, tel que nous le vivons, tel que nous le souhaitons, tel que nous en avons hérité, la place du journaliste n'est pas d'être en prison. Est-ce que ça veut dire que les journalistes sont au-dessus de la loi? Les journalistes ne l'ont jamais dit également. Non. J'ai dit, je ne sais pas les journalistes contre moi ou contre nous. Les journalistes, c'est tout le monde. Il y a beaucoup de journalistes. C'est pluriel. J'ai dit juste, est-ce que ça veut dire que les journalistes sont au-dessus de la loi? Non. Ça veut dire que si on pose des actes en porte-à-faux avec la loi, mais la loi va s'exprimer dans toute sa rigueur. Mais ceux qui sont le plus gênés aujourd'hui, c'est nous. L'opposition a vraiment un boulevard pour dire ce qu'il veut. Vous êtes gêné parce que vous aviez promis de ne jamais, sous votre magistère, en tout cas, de ne pas envoyer un journaliste. Nous l'avons fait en prison. En 12 ans, nous l'avons fait. En 10 ans. Aucun régime ne l'a jamais fait dans l'histoire du Sénégal. La liberté de la presse est tellement consacrée dans le pays sous le régime du président Sall que la question, ce n'est plus ça. La question, c'est comment l'encadrer. Ça, même avec les journalistes, bon, je suis très proche du corps des journalistes, ça, je discute beaucoup. Le problème, c'est l'encadrement de la presse aujourd'hui, ce n'est plus sa liberté. C'est comment encadrer cette liberté-là. Dans le métier, il y a beaucoup de choses qui sont entrées dedans. Dans nos postures de journalistes, les comportements sont parfois critiquables. Et je reviens sur mon frère Pape Alé. Tout ce qui me lie à lui m'empêche de lui souhaiter de rester en prison. Évidemment. Ça, c'est évident. Mais Pape Alé a cessé d'être journaliste. Il défend ses amis et son club d'amis. Avec ardeur et détermination. S'il lui manque la carte Pastef, c'est juste la carte qui lui manque. Mais tout le reste, il l'a. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir choisir son camp. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire là? Mais ça, c'est observable de tous. Vous ne l'avez pas vu, vous. Pape Alé défend un camp, c'est évident. Il défend Pastef et la coalition Yewwi Askan Wi et s'acharne avec tous les moyens qu'il a contre la coalition Benno Bokk Yakaar et le régime. C'est évident, non? Ça, c'est du bon. Enfin, les Sénégalais regardent, hein, ils savent. Tout le monde sait ça. C'est de notoriété publique. Non, ce n'est pas ce que l'opinion retient. Hein. Ah, bon, laissons l'opinion dire ce qu'il retient. L'opinion retient tout simplement que Pape Alé est un journaliste vraiment d'investigation. Qui fait de l'investigation. Équilibré. Bon, ça, c'est un autre mot, mais en tout cas, c'est un journaliste d'investigation. Équilibré. C'est un journaliste d'investigation, alors qui fait correctement son boulot et que les Sénégalais apprécient beaucoup également. Bon, moi, j'ai dit ce que je voulais dire sur le sujet. Je ne voudrais pas qu'on... en tout cas, ce que j'ai dit, un journaliste en prison dans notre modèle démocratique, ce n'est pas souhaitable. Parce que ce n'est pas ça que nous savons. Ahmed Aïdara dit ce qu'il veut du matin au soir. Je veux dire, les gens disent ce qu'ils veulent. Ici, dans ce pays, la démocratie d'opinion est consacrée. Donc, un journaliste en prison, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais ça ne veut pas dire que les journalistes sont au-dessus de la loi. Maintenant, pour ce qui s'agit maintenant de Pape et de ce point de vue, moi, j'estime qu'il est déséquilibré depuis longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce que le régime peut faire pour, par exemple, que Pape Alé sorte de prison? Je ne sais pas. Mais je pense que nous avons des institutions. Malgré tout, on a un modèle démocratique très humain.
derrière les façades. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de laisser les gens dire ce qu'ils veulent, en particulier sur les questions de violence et d'agression contre la démocratie. Parce que ça va détruire un consensus. Ici, nous, on a vu par le passé des tensions entre des responsables politiques. Mais les gens savaient le gérer humainement. Ils le gèrent humainement, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de casse. On se base sur l'essentiel, mais on ne va pas sur certains principes qui remettent en cause le consensus national historique. Et Pape, je pense que naturellement, la justice va faire son travail. Je ne veux pas m'immiscer aussi dans un dossier pendant devant la justice. J'ai déjà assez dit en disant que dans notre modèle démocratique, la place d'un journaliste... Vous parlez toujours de démocratie, mais est-ce que vous êtes fier quand, par exemple, est-ce que vous êtes souvent fier quand, par exemple, il y a une petite manifestation à Dakar ou l'audition dans Ousmane Sonko et que vous ayez l'impression que Dakar est en état de siège avec tout ce qu'il y a comme chars de combat, etc. dans la rue? Est-ce que ça, c'est ce qu'on souhaite voir dans une démocratie? Ça me pose moins de problème que de voir qu'on appelle à un mortal combat, qui tue des gens, qui détruit des biens publics, qui brûle des Auchan, et qui ait des morts parce que simplement les gens n'ont pas de projet politique clair et sont irresponsables. L'État a le devoir de maintenir l'ordre et de protéger la démocratie sénégalaise et ses institutions. Ça, c'est devenu extrêmement important. Parce que s'ils ne le font pas, encore une fois, je le rappelle, ils sont minoritaires, ces gens. Nous sommes majoritaires. On ne les agresse pas. Mais nous ne sommes pas des manchots. Si l'État ne joue pas son rôle, c'est ça qui va arriver comme problème. Parce que nous allons le défendre. Il faut que l'État prenne toutes les dispositions pour garantir la libre circulation des personnes et des biens, protège les institutions et protège la liberté d'expression. Mais au nom de quoi on agresse des maisons de presse, Georges? TFM a été agressé, mais ce n'est pas normal. TFM, on l'a saccagé, parce que soi-disant, c'est un média proche du pouvoir. On a saccagé Walf. On est venu saccager Walf. Non. Est-ce qu'on est venu saccager d'autres chaînes de télévision qui nous sont hostiles même? Pape Alé, on l'a agressé. Il dit ce qu'il veut, des contre-vérités sur tout le monde. On l'a agressé. Non, maintenant, on agresse les journaux, les maisons de presse, les députés, on insulte les juges, on insulte la République, même l'armée. Et tout ça, la presse l'accepte, les observateurs de la société civile l'acceptent, une certaine société civile. Tout le monde garde le silence. Cette omerta, il faut qu'elle cesse. Ceux qui doivent parler pendant qu'il est temps. On ne peut pas transformer la vérité en mensonge. Impossible. Ici, il y a des agresseurs et des agressés. Et c'est historique. Entre 1960 et 2012, on a connu des combats dans la presse pour qu'elle soit libre. On a agressé des journalistes. On leur a porté plainte. On a saccagé des sièges de journalistes dans les régimes précédents. On a mis toute une armada pour dissoudre des presses libres dans le pays. Depuis 2012, un seul journaliste n'a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions. Sauf le seul qui, je vous le dis, est un membre de PASTEF. Il est déséquilibré, il attaque le régime du matin au soir et il n'a pas été arrêté pour ça, il a été arrêté pour autre chose qui, semble-t-il, porte sur la sécurité nationale. Il faut savoir raison garder. Il faut que les gens sachent raison garder. Et l'État a le devoir de protéger les institutions et les Sénégalais. En tout cas, je le répète encore une fois, nous respectons le jeu démocratique, nous privilégions le débat, mais nous n'accepterons pas d'être des victimes alors même que nous sommes majoritaires dans ce pays. Vous voulez dire quelque chose qui m'intéresse, vous avez dit que ceux qui doivent parler pendant qu'il est temps. Alors, curieusement, l'autre jour, lors du passage du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale, une dame qui a le droit de parler, il s'agit de Mme Aminata Touré, elle a posé le débat sur le troisième mandat, malheureusement, on a fait comme si elle ne devait pas parler. Oui, quelle est la question? Oui, ça veut dire que quand vous avez dit que ceux qui doivent parler. Oui. Madame Aminata Touré doit parler, c'est ça? Elle a parlé, non? Oui, elle a parlé. Alors, elle vous a rappelé, elle a fait des rappels historiques sur ce troisième mandat-là. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'observateurs, comme vous, sont en train de dire qu'il faut que les gens parlent sur cette affaire de troisième mandat pour qu'on
qu'on en finisse pour de bon. Oui, mais je ne vois pas qu'est-ce que vous voulez. Ce que vous voulez dire, c'est est-ce que vous étiez à l'aise quand Aminata Touré faisait ces rappels historiques-là? Mais la preuve, c'est ce que j'ai dit, c'est la liberté d'expression. Oui. Elle était elle est toujours avec vous d'ailleurs. Madame Touré, qui est ma sœur, pour qui vous étiez toujours ensemble. Pour qui j'ai beaucoup d'affection. Vous étiez toujours ensemble. Oui. Alors si aujourd'hui elle vient vous dire il n'est pas question d'une troisième candidature. Oui. Alors est-ce que là vous êtes à l'aise? Mais Madame Touré, bon, je vais terminer ce que je disais. Madame Touré, j'ai beaucoup d'affection pour elle. C'est ma sœur. Mais sur ce sujet précis, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais si on est tous d'accord dans notre propre camp, c'est qu'on ne réfléchit plus. Si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus. Et dans notre camp, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. La seule différence avec Aminata, c'est qu'elle, malheureusement pour des circonstances un peu malheureuses, liées au poste du président de l'Assemblée nationale, elle est sortie d'une manière que moi je n'ai pas appréciée, parce qu'elle n'était pas courtoise. Et elle n'était pas, dans le fond, manquer de tact vis-à-vis du peuple sénégalais. On ne peut pas, un mois avant, dire que je défends le système qui est le meilleur sur le continent et un mois après dire que c'est le système qui est le pire. Parfois, c'est un rendez-vous entre soi-même et le peuple qu'il faut savoir gérer. Il faut savoir le gérer, il faut savoir avoir le bon tempo. Je ne perds pas d'espoir qu'elle retrouve en tout cas son ami et frère, le président de la République, autour de l'essentiel. Sur ce sujet, je ne suis pas d'accord avec elle, mais comme je disais, il faut que chacun ait le droit de dire ce qu'il pense. Et en l'occurrence, elle l'a dit. Et alors? Parce qu'elle vous a rappelé que, bon, pendant un certain moment, vous avez tous affirmé aux Sénégalais, surtout lors du référendum en 2016, vous avez promis aux Sénégalais que c'était le dernier mandat du président de la République, donc, et il a rappelé au ministre de la Justice également. C'est son droit de le dire. Qui était l'un des grands défenseurs de ce projet-là. Oui, mais vous confirmez ce que je dis. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Et là, c'est ce qu'elle pense. Je ne suis pas d'accord avec elle. Vous n'êtes pas d'accord avec, mais vous savez qu'elle a raison. Ah bon, vous êtes sur mes convictions personnelles? Non, je ne suis pas sur les convictions. Non, mais si on s'est dit... Mais quand même, vous voulez me faire parler du sujet, on va y aller. Je pense que les Sénégalais ont dépassé la question de mandat. Tous ceux qui parlent du mandat, c'est d'abord eux que ça intéresse. Où ils sont candidats, où ils veulent positionner quelqu'un, où ils sont en tout cas eux-mêmes préoccupés par le mandat. Mais les Sénégalais, ce n'est pas ça qui les intéresse. Les Sénégalais... Et le député Barthélémy Diaz a eu quand même l'ingéniosité de rappeler au président, au ministre... c'est parce que ça l'intéresse. Au ministre, d'ailleurs, ses propos à travers son audio, en direct à l'Assemblée nationale. C'est parce que ça l'intéresse, lui. Quelqu'un d'autre lui a fait un autre audio où lui-même il disait que le président a le droit d'être candidat et que personne ne vient lui demander de faire ça. Donc, c'est un débat que moi, dans le fond, je ne trouve pas sérieux. Je ne le trouve pas sérieux. Parce que c'est considéré que les Sénégalais n'ont pas de maturité. Pour savoir comment fonctionnent leurs institutions. Pour être candidat, il faut avoir 35 ans, entre 35 et 73 ans, jouir de tous ses droits civiques, etc. Et puis, avoir un certain nombre de parrainages, je crois. Et puis aller déposer son dossier. Là où celui qui interprète la Constitution interprète, et on va aux élections. Il reste maintenant les Sénégalais qui votent ou qui ne votent pas. Ceux qui élisent. Alors de quoi parlons-nous? De quoi? À moins que quand même, il y ait une peur quasiment irrationnelle de l'opposition et d'une certaine partie de la population, des acteurs politiques, de voir le président candidat. Peut-être qu'ils ont cette peur viscérale au cas où ça pourrait être lieu. Vous savez déjà que cette histoire de troisième candidature a déjà brûlé des pays en Afrique de l'Ouest, ça vous le savez. Ça ne brûlera pas notre pays. Et il faut arrêter avec ce vocabulaire, avec ce lexique incendiaire de brûler. Pourquoi on va brûler le pays? Ici, mais qui peut empêcher, si le président a droit de déposer candidature au Conseil constitutionnel, en brûlant le pays? Donc si lui, il prend son dossier, ou moi, je prends son dossier avec la paire, je l'amène au Conseil constitutionnel, le lendemain, on brûle le pays. Mais quand on n'a pas de pays, ça signifie simplement... Mais vous étiez là non, ça signifierait... Mais le président Abdoulaye est allé aux élections. Et par ailleurs, c'était pas une histoire de troisième mandat, c'était les tickets présidentiels. Mais ce n'est pas ça le sujet. Au nom de quoi, moi, ce qui m'énerve, et qui me fait peur en vérité, c'est qu'on dise que si on brûle, quel est ce lexique-là?
Donc moi, si avec mes camarades de l'APR, on prend le dossier du président Macky Sall, on le dépose au Conseil constitutionnel, le lendemain, on met de l'essence partout et on brûle. C'est comme ça qu'on débat, c'est comme ça qu'on voit la marche de nos institutions. Ça ne marche pas comme ça, Georges. Ce que je crois par contre, c'est que les Sénégalais ont une certaine conscience démocratique. Ils savent régler leurs problèmes. C'est eux qui votent et c'est eux qui élisent. Au bout du compte, c'est les Sénégalais qui décideront. Ça, c'est certain. Maintenant, l'interprétation du droit, etc., moi, je ne suis pas un interprète du droit. En tout cas, ce sujet n'intéresse en vérité, et regarde bien, que ceux qui l'agitent. Barthélémy Diaz, ça l'intéresse. Aminata Touré, vous avez une fois entendu Barthélémy Diaz dire qu'il est candidat en 2024? Il a évoqué la candidature. Il l'a évoqué. Pas lui, mais en disant si je ne suis pas candidat, Khalifa, ça l'intéresse. Ça les intéresse. Et d'ailleurs, ça les intéresse tellement que le niveau de vie des Sénégalais ne les intéresse pas. La baisse de l'inflation ne les intéresse pas. La baisse du niveau de vie, la baisse du coût du loyer ne les intéresse pas. L'accélération des infrastructures sur le pays, ils n'en parlent pas. Le grand bond infrastructurel en matière de santé partout dans le pays, ce n'est pas leur préoccupation. La croissance à 10%, c'est un yon écoute. Ce qui les intéresse, c'est le mandat. Et ça, c'est tellement vrai que c'est depuis le lendemain des élections présidentielles qu'ils ont choisi de dire troisième mandat. Troisième mandat, troisième mandat. C'est leur seul et unique programme. Nous, sous le leadership du président Sall et de sa majorité, composée d'hommes d'expérience, d'hommes d'État chevronnés qui ont l'expérience, qui tous auraient pu prétendre à être à la magistrature suprême. Mais ils savent quel est l'enjeu de l'heure. Mais vous savez très bien que, bon, en fait, votre discours là, vous dites que parler de croissance et tout ça, mais vous êtes élu effectivement pour ça. Oui. L'opposition n'a pas à vous applaudir pour ça également. Non, si vous faites votre travail, vous n'attendez pas à ce que l'opposition applaudisse également. Non, il ne s'agit pas d'applaudir, Georges. Il s'agit de critiquer. Même la critique structurante dans les actes qu'on pose pour développer le pays, l'opposition n'en donne pas. Ah si, à l'Assemblée nationale, l'opposition, vous avez suivi le budget, l'opposition a toujours critiqué, a toujours fait même des propositions. Il n'y a aucune proposition structurante que vous retenez et qu'un citoyen lucide peut retenir. Vous n'avez rien retenu, principalement de toutes les prises de parole, si ce n'est de s'attaquer politiquement aux ministres qui sont venus à l'Assemblée nationale. Je parle de vraies propositions, de dossiers critiques sur la politique des infrastructures, sur la politique agricole, sur la politique de la pêche, sur la politique de l'enseignement supérieur. Quelle est la proposition structurante de l'opposition? Ça ne les intéresse pas. Donc vous voulez que l'opposition vous donne des propositions ou des suggestions? Mais le rôle de l'opposition, c'est de prendre des rapports, de critiquer les politiques publiques actuelles pour les améliorer. Ou dire si c'était nous, on ne ferait pas comme ça, on ferait comme ça. Mais ils n'en ont pas le temps. Leur préoccupation, c'est le troisième mandat. Et leur préoccupation, c'est de régler un problème personnel qui a eu lieu avec une jeune fille qui concerne une personne qui ne concerne même pas le PASTEF. Ça ne concerne même pas le PASTEF. Là-bas, s'il n'irait pas aller au nom de PASTEF, c'est lui-même. Et il embarque toute la République dans ça. Et nous tous, on veut s'embarquer dans ça. C'est injuste. C'est injuste pour le Sénégal. C'est injuste pour tous les grands de ce pays. Les journalistes, les hommes de médias, les hommes publics qui ont bâti ce pays sur des principes. Ils avaient leurs petites histoires. Ils avaient leurs petites histoires, hein, mais personne n'a choisi d'éclabousser la République et de nous mettre dans ce piège-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui doivent parler, mais l'opposition est attendue sur ce terrain-là, et sur ce terrain-là, ils sont tristement absents. Ah bon, est-ce que vous suivez souvent le député Mamadou Lamine Diallo, ces questions hebdomadaires? Oui. Alors, donc ça, c'est des propositions et c'est des critiques structurantes également. Pendant que vous parlez de contribution des hauts débats. C'est vrai, de temps à autre. Encore que parfois, lui aussi, bon... Mais on aurait aimé que ce soit... Guy Marius Sagna, il fait de belles... D'ailleurs, l'opinion a retenu quand même vraiment ces belles interventions à l'Assemblée nationale. Oui. Vous n'allez pas me dire qu'il ne fait pas de bonnes propositions. Une belle intervention, oui. Mais quelles propositions vous retenez? Il a fait beaucoup de propositions. Vous n'en retiendrez pas. Ah bon? Donc ça veut dire qu'on n'avait rien retenu de ce qu'il a dit? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on peut attendre plus de l'opposition en termes de propositions structurantes. En tout cas, c'est mieux que les colibés, le karaté et le ring et la violence
qu'ils ont exprimé dans l'Assemblée. Mais au moins, vous allez applaudir un fait nouveau à l'Assemblée nationale lors de ce marathon budgétaire. C'est que d'habitude, les Sénégalais, vous voyez que le passage du ministère des Forces armées, son budget était voté sans débat. Mais cette fois-ci, quand même, l'opposition parlementaire a imposé les débats. Est-ce que ce n'est pas déjà une bonne chose? Bon, moi je suis toujours d'accord pour le débat, parce que ça fait partie de notre ADN démocratique. Le débat démocratique est libre. C'est pour ça que je suis intransigeant pour ce qui me concerne avec ceux qui la menacent. Parce que je considère que c'est ça d'abord le modèle démocratique sénégalais. Donc si on en a parlé, il n'y a pas de problème. Maintenant, attention aussi sur les lignes. Ce n'était pas pour rien qu'on disait que le vote du ministère de la Défense passe par consensus. Parce que l'armée, c'est l'armée-nation. On n'a pas à trop débattre de ça parce qu'il s'agit de l'intérêt national. Bon, on en a débattu, c'est les règles du jeu de l'Assemblée nationale, tant mieux. Mais quand on en arrive à parler d'achat d'armes de 45 milliards, quand même, il faudrait éclaircir certains sujets quand même. Par exemple? Mais cette histoire d'achat d'armes à autour de 45 ou 47 milliards. Oui, quel est le problème? Mais le problème, c'est que c'est destiné, on dit que c'était destiné à un ministère comme celui de l'environnement. Oui. Ce qui quand même pose problème, n'est-ce pas? En quoi ça pose problème? Mais je vous pose la question. Non, il n'y a pas de problème. Il y a aussi parfois cette forme Les députés sont revenus abondamment et à plusieurs reprises sur le sujet, mais oui. tous les ministres, aucun n'ose ou bien ne veut se prononcer sur la question ou donner des explications. Mais comment voulez-vous qu'on éclaircisse des questions d'armement? Comment voulez-vous éclairer ça? Si l'acquisition est louche? Non. Ce n'est pas... Il y a souvent des consensus dans les démocraties où les gens arrivent à comprendre que ça, c'est pour l'intérêt national. C'est des enjeux de sécurité nationale. Ça, on peut en débattre parce que c'est dans le fond. Il faut des consensus en démocratie. Et c'est ça le danger, la menace sur les grands consensus. L'armement du Sénégal. Où est-ce que vous avez vu un pays parler de son armement d'une certaine manière? Les pays qui vendent les armes, on les connaît. Mais est-ce que vous les entendez parler de leur chiffre d'affaires d'armement? Les plus grands vendeurs d'armes, on les connaît. Mais leur chiffre d'affaires vente d'armes, là, ça figure nulle part. Mais nous, on veut parler de nos principes de défense, de notre armement, et pourquoi pas de tout ce qu'on fait en termes de RG et tout ce qu'on a pour nous défendre, tous les moyens qu'on met pour protéger nos frontières. Pourquoi on ne mettrait pas tout ça à l'Assemblée nationale? On a une opposition dangereuse qui pousse sur une fibre nationale qui, pendant longtemps, a été un consensus en général. Donc, qu'on en débatte, ce n'est pas gênant, mais gardons à l'esprit pour l'intérêt collectif. Et ça, c'est les journalistes aussi qui ont aussi désormais une responsabilité. Parce que tout ce que l'opposition fait, elle marche aussi parce que le relais presse fonctionne. Il y a des sujets qui, à mon avis, nous n'avons pas intérêt à les mettre sur la place publique. Ça, c'est pour l'intérêt national, quoi, et la sécurité. C'est du bon sens, ce n'est même pas de la politique. Ça, c'est le consensus national, quoi. Donc, c'est ce que je peux dire sur le sujet. Je ne peux pas trop m'épancher. Mais, en gros, il faut demander précisément où est le scandale. Parce que ça aussi, c'est une question très simple qu'il faut poser et à laquelle on n'a pas de réponse jusqu'à présent. Alors, vous êtes le directeur de l'Agence sénégalaise de la promotion du tourisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait effectivement pour relancer le secteur après le coup de frein qu'il a subi avec la crise sanitaire? Ben, le secteur reprend et nous sommes très optimistes. Le directeur général de l'aéroport nous disait que on va dépasser le niveau de trafic en décembre qu'on avait en 2019, juste avant la Covid. Ça veut dire que le trafic a bien repris. Durant la Covid, l'État est intervenu de façon multiforme pour accompagner le secteur privé. Il y a eu le crédit hôtelier, il y a eu aussi les accompagnements en besoin en fonds de roulement, il y a le financement également du chômage technique dans la période du shutdown. Et puis, il y a toutes les mesures d'accompagnement pour former les acteurs, pour qu'ils soient résilients et restent dans le secteur du tourisme. Il y a des pays où, par exemple, certains pays du Nord, le fait qu'il y ait eu cette zone de shutdown
où tout était arrêté, ben, le personnel est allé chercher un travail ailleurs. Donc il n'y a plus de professionnels du tourisme dans ces secteurs-là. Ici, non seulement ils ont été maintenus grâce à l'action de l'État, ils ont été accompagnés pour relancer leur secteur, mais ils ont été formés sur les principes sanitaires, sur la sécurité et l'hygiène, de sorte qu'on a pu donner d'excellentes garanties qui permettent aux touristes de revenir. Tiens, il y a 2 jours, on a reçu une croisière de près de 1500 personnes venues accoster au Sénégal. Ils sont descendus, ils ont fait tout leur protocole, mais pour l'essentiel, ils avaient compris que le Sénégal, sa gestion de la Covid était à un niveau acceptable. Ils ont fait le tour de la zone, ils ont fait une journée, ils sont retournés. Et sur la Petite Côte également, le tourisme interne a amélioré le niveau des réceptifs, en tout cas au niveau de la Petite Côte, du Sine Saloum et un peu de Saint-Louis. Nous avons d'excellents échos, que pour l'essentiel, c'est parti aussi du tourisme interne. Mais les marchés classiques aussi reviennent parce que nous avons fait beaucoup de promotions auprès de ces marchés-là pour montrer que le Sénégal est encore debout, résilient, un pays stable, de paix, ouvert, de teranga, et qu'il faut préserver à tout prix. Un pays dans lequel aussi il faut tenir un discours de paix pour que les touristes, pour que le tourisme bien puisse fonctionner. Il faut préserver cette réputation du Sénégal. J'étais en Corée du Sud il y a 3 semaines. Quand on a présenté le pays, eux, ils ont dit ce qu'ils retiennent du Sénégal. C'est juste que c'est un pays de paix et c'est un pays qui n'a jamais connu de coup d'État et c'est un pays démocratique. C'est pour ça qu'il faut défendre ce legs démocratique partout, je dis bien par tous les moyens nécessaires. C'est ça l'objectif. Merci Pape Mahawa Diouf, le temps qui nous était imparti est terminé. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à l'équipe technique qui m'avait accompagné, Modou Fall, Keba. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV. Merci. Walfadjri